Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, le sujet, c'est la pyramide de l'action. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pyramide de l'action? En fait, c'est un graphique qui a été créé par nos collègues du laboratoire de recherche en physiologie du sport Volodalen, qui sont suisses et avec qui on collabore depuis plusieurs années. Et eux, ils en sont venus pour expliquer les choses aux sportifs, alors sachant qu'eux, ils travaillent avec les sportifs professionnels, des sportifs amateurs aussi, bien sûr, et beaucoup des sportifs donc professionnels et de haut niveau. Et eux, ils aiment bien expliquer les choses, de démarrer un peu l'explication des choses avec ce qu'ils appellent la pyramide de l'action. Alors, je ne vais pas vous présenter officiellement la pyramide de l'action telle que la présente, puisque c'est ce qui est fait dans leur formation, dans les formations sur les préférences motrices qu'ils proposent, et dans toutes leurs formations d'ailleurs. Et justement, comme on travaille avec eux au niveau des formations autour des réflexes archaïques, etc., mais ils l'utilisent aussi. Alors pourquoi? Présentons cette pyramide, je vais vous expliquer. Elle a 4 niveaux. En bas, on trouve le niveau de l'énergie, juste au-dessus, le niveau de la structure corporelle, de l'anatomie, juste au-dessus, les réflexes archaïques, primordiaux, juste au-dessus, les préférences naturelles, la latéralisation, et encore au-dessus, on trouve euh, l'action. Voilà. Donc le sommet de la pyramide, c'est l'action, c'est-à-dire ce qu'on souhaite réaliser, la gestuelle qu'on souhaite réaliser. Bon, dans le cadre d'un sportif, c'est facile à comprendre, c'est les gestes qu'il veut améliorer, c'est son entraînement, c'est ses pratiques. Mais pour nous, c'est aussi tout ce qui va être lecture, écriture, concentration. Si on parle d'apprentissage, ça va être n'importe quelle gestuelle qu'on veut faire, apprendre à conduire une voiture, peu importe quoi. Tout ce qu'on veut réaliser, c'est le sommet de la pyramide, c'est l'action, c'est la gestuelle de base. Et ça, c'est très important. Et ce que nous montre donc c'est ce qu'on appelle en IMP la motricité orientée vers un but. Voilà, c'est la motricité volontaire. Qu'est-ce que je veux faire de toutes mes compétences, de mon corps, de mon esprit, de mon mental? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est ça, en fin de compte. C'est comment j'agis, comment j'interagis avec le monde autour de moi, les mouvements volontaires orientés vers un but. Pour y arriver, eh bien, il faut s'assurer que les étages sous-jacents de la pyramide soient en équilibre, soit dans la terminologie de l'IMP, intégrés. Voilà, il faut intégrer ces différents niveaux dans un tout, on va dire, harmonieux. Alors, on va évidemment partir du bas. Première chose, le niveau de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ce niveau d'énergie? Alors, ce n'est pas des trucs ésotériques, c'est tout simplement, en gros, 3 choses: le sommeil, l'alimentation et la respiration. On peut dire globalement que la manière dont nous comment on pourrait dire, voilà, accumulons de l'énergie au quotidien, c'est via la respiration, la nutrition et évidemment le sommeil. Ça veut dire que si je suis préparateur physique, coach, si je suis médecin, orthophoniste, kinésithérapeute, psychomotricien, peu importe mon métier, première salve de questions devrait porter là-dessus. Oui, j'ai bien dit orthophoniste. Si j'ai un enfant en difficulté scolaire, si j'ai un enfant qui a des difficultés de concentration, mais il faut que je m'assure qu'il ait suffisamment d'énergie. Ça veut dire que, est-ce qu'il respire bien par son nez? Si la réponse est non, j'ai déjà beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir travailler. 2, est-ce qu'il dort correctement? Est-ce qu'il a un sommeil réparateur? Et 3, qu'est-ce qu'il en est de l'alimentation? Si on élude ces questions-là, je pense que c'est très grave. C'est très grave. C'est des choses qui sont majeures. Pourquoi? Alors, le sommeil, il faut comprendre que pour moi, c'est une priorité. Si, au niveau du sommeil, j'ai un déséquilibre, donc je dors mal. Si je dors mal, bon, je suis fatigué. Si je suis fatigué, je ne vais pas avoir le courage de faire les courses, de préparer à manger, etc. Et donc, ce sera une nourriture de mauvaise qualité qui fait que je dors mal. Ensuite, si dans le même genre d'idée, si je suis fatigué comme ça, je ne vais pas avoir le courage d'aller faire mon sport, de prendre soin de moi, etc. Deuxième chose.
Et donc, ça va créer une boucle d'aggravation, pour ne pas dire un cercle vicieux, dans lequel, bah oui, je mange mal, je ne fais pas mon sport, du coup, je dors mal. Je dors mal, bah, j'ai plus la force de rien, voilà, ça ne va pas au niveau du moral, ça ne va pas au niveau physique, etc. Donc, on a un cercle comme ça d'aggravation. Donc ça, c'est pourquoi ça va être hyper important, le sommeil, pour l'énergie au niveau physique et au niveau psychique. Donc, première chose, le sommeil. Sommeil de qualité. Sommeil de qualité veut dire que, par exemple, moi, je me suis toujours opposé, depuis que j'étais gamin, enfin quand j'étais gamin, quand j'avais 17 ans, j'ai passé le BAFA et j'ai appris à l'époque à organiser dans les colonies de vacances, dans les centres de vacances, ce qu'on appelle des réveils échelonnés, avec des petits déjeuners échelonnés. Quand moi j'étais plus petit, c'était tout le monde devait être réveillé à la même heure, allez, branle-bas le combat, un peu à l'armée. Alors que déjà à mon époque, on étudiait les cycles de sommeil, on disait que c'était une mauvaise chose de faire ça et qu'il fallait faire la différence entre réveil et éveil. Comment savoir si j'ai suffisamment dormi? Je m'éveille de moi-même. Donc ça veut dire se coucher suffisamment tôt, manger suffisamment tôt, ça veut dire mettre en place tout un tas de choses pour que je m'éveille. Si je dois me réveiller ou réveiller un enfant le matin, ça prouve qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre mode de vie et qu'il faut le revoir impérativement. On ne peut pas accumuler des dettes de sommeil. Je ne dis pas que ça n'arrive pas de temps en temps parce qu'on a fait la fête, parce qu'on s'est couché tard, parce qu'il y a un événement exceptionnel ou qu'on doit se lever plus tôt, ce qui est typiquement mon cas. Alors c'est un peu l'inverse des gens, le dimanche matin, parce que le dimanche matin, je dois être à l'entraînement à la fosse pour faire l'entraînement en apnée en profondeur. C'est à 8h que ça commence. Donc il faut être à 8h. Donc ça m'oblige à me lever plus tôt. Bon, mais 8h pour moi, c'est très tôt. Mais pour beaucoup d'enfants, c'est l'heure où ils commencent l'école. Et comme les enfants sont couchés tard, etc., etc., bref, on doit les réveiller le matin. Donc réveiller quelqu'un le matin n'est pas quelque chose qui doit être admissible et logique. Même vous, pour le boulot ou quoi que ce soit. Donc pour moi, la priorité, parmi toutes les priorités, si je puis dire, c'est vraiment ça. C'est est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que mon sommeil est de qualité? Alors là, il faudrait plusieurs épisodes de podcast pour évaluer tous ces paramètres et on en fera certainement. Mais une des choses, c'est est-ce que la nuit, je fais des micro-réveils? Est-ce que la nuit, je fais des apnées du sommeil? Est-ce que la nuit, je ronfle? Est-ce que du coup, mon cœur, il a des variations? Est-ce que ma saturation d'oxygène a des variations? Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun pour des tas de raisons dont je ne vais pas m'étendre ici. Mais ça veut dire que peut-être qu'on a suffisamment d'heures de sommeil, mais il est de mauvaise qualité. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, il y a plein de choses à savoir sur le sujet. Alors nous, dans nos formations en IMP, on n'aborde pas tout ça pour l'instant, mais il y a des choses qui sont prévues mi-2026 sur le sujet. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est abordé dans le cursus de la formation. Donc, première chose, le sommeil, ça c'est absolument majeur. Je veux dire, vous allez voir un médecin pour n'importe quelle difficulté, et ça va être majeur. Et ou je dirais un psychothérapeute, évidemment, ou un orthophoniste pour les enfants. Parce qu'on retrouve une problématique de sommeil de manière très classique chez les enfants. Seconde chose, bon, l'alimentation, on prend ça très bien, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Là non plus, en IMP, c'est un peu l'impasse, parce que c'est un problème tellement, j'allais dire, complexe au niveau psychologique, au niveau scientifique, au niveau sociétal, etc. Voilà, alors il y a des choses qu'on sait, sur lesquelles tout le monde s'accorde, des légumes, des fruits, de l'eau, des protéines, des bonnes graisses, et limiter les glucides au maximum. Je crois que là, à peu près tout le monde est d'accord. Mais ça sous-entend pas de sucre au petit déjeuner, ça sous-entend plutôt des protéines et des bonnes graisses, ça sous-entend des légumes, beaucoup, des crudités aussi, voilà, tout un tas de choses, c'est-à-dire le contraire de l'alimentation industrielle et ultra transformée qui nous est proposée aujourd'hui massivement par l'industrie agroalimentaire et qui, nous le savons, n'est pas des aliments, mais des préparations industrielles, ce qui n'a rien à voir avec des aliments et qui sont des choses qui sont extrêmement délétères pour notre santé, qu'on ne donnerait pas à nos animaux euh, et qu'on donne pourtant à nos enfants. Bref, enfin on le donne parfois à nos animaux, les animaux d'élevage, hein, des farines animales aux vaches, etc., etc. Bref. Troisième chose, la respiration. Voilà, ça c'est très important. Respiration nasale. Alors ça va souvent avec le sommeil, hein, parce que évidemment, un des problèmes principaux des troubles du sommeil, c'est une respiration buccale.
On a aussi beaucoup d'enfants qui viennent nous voir en difficulté scolaire, par exemple, ou des sportifs qui ne sont pas efficaces, qui font de la respiration buccale, qui respirent par la bouche au lieu de respirer par le nez. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau postural, c'est une catastrophe au niveau de l'oxygénation, au niveau cardiaque, au niveau cognitif, au niveau à plein de niveaux. Donc ça, c'est une des choses majeures. Tout ce qui va toucher la respiration nasale, une respiration efficace diaphragmatique. Donc là, c'est quelque chose qu'on commence à introduire, enfin qu'on a commencé à introduire en 2025 dans les formations d'IMP et qu'on continue à développer et qui est majeur. Donc je m'arrête sur cet étage de la pyramide, mais en gros, sur ce premier étage, ce rez-de-chaussée en quelque sorte, est-ce que j'ai une respiration nasale efficace et diaphragmatique? C'est une des choses les plus importantes pour un bon fonctionnement. Est-ce que j'ai une alimentation équilibrée? Et est-ce que j'ai un sommeil réparateur? Déjà, là, ces 3 questions, c'est énorme. C'est énorme. Hein, on parle de cette pyramide de l'action qui vient de chez Volodalen. On parle de sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau qui a une mauvaise alimentation, il ne pourra pas bien performer. Qui a un mauvais sommeil, il ne pourra pas bien performer. Et qui ne respire pas correctement, il ne peut pas bien performer. Tout le monde est d'accord, il n'y a aucune discussion. Tout le monde est d'accord. Alors pourquoi ces critères ne sont pas pris pour la santé globale des individus et pour les enfants en difficulté scolaire? C'est les 3 premières choses à regarder. Premier étage de la pyramide, enfin étage suivant, donc si on avait le rez-de-chaussée, maintenant on monte au premier étage, la structure physique, l'anatomie, la structure corporelle avec ses éventuelles tensions. J'ai travaillé toute ma vie avec des enfants en difficulté scolaire, lecture, écriture, concentration, etc. Et quand je dis toute ma vie, j'ai commencé très jeune, quand j'avais 21 ans, j'ai commencé à recevoir des enfants en difficulté scolaire dans mon cabinet. Et puis j'ai fait ça toute ma vie, soit directement en travaillant avec les enfants dans mon cabinet, soit aussi, très important, en formant des professionnels, des orthophonistes, des psychomotes, beaucoup d'enseignants aussi, évidemment des parents, des psychothérapeutes, etc., etc. Donc j'ai fait ça toute ma vie et je continue encore. Donc c'est un sujet que je connais bien. Pour moi, une des premières interventions qu'il faut faire quand on travaille avec un enfant en difficulté scolaire, à part le premier étage, enfin le rez-de-chaussée de la pyramide, qui est évident, c'est de regarder est-ce qu'il y a des tensions corporelles qui viennent gêner l'enfant dans ses apprentissages. Autrement dit, premier passage obligé, un thérapeute manuel. Est-ce que l'enfant accumule des tensions au niveau du crâne, au niveau du corps, tensions qui seraient dues à la naissance? Oui, oui, absolument. Tensions qui sont venues après avec les chocs, les accidents, etc. Tensions qui sont venues au mode de vie, à la posture, à l'usage exagéré des écrans, de la position assise, de l'école, etc. Ou voilà, tous les chocs en général. Comprenez bien, si j'ai des tensions récurrentes dans le corps, qui ne génèrent pas forcément des douleurs, cette tension va tirer sur le système nerveux, très souvent, sur le crâne, et affecter ma respiration, mon diaphragme, ma respiration. Donc retour en bas de la pyramide, ma respiration n'est pas efficace, donc mauvaise énergie, donc du mal à me concentrer, fatigue, etc. Mais peuvent avoir des tensions directement au niveau du crâne lui-même, ou au niveau des yeux, ou au niveau de la mâchoire, et donc avoir un impact majeur sur la lecture, sur beaucoup de tension au niveau des épaules, et donc ça va impacter l'écriture, beaucoup de tension au niveau des mollets, et donc ça active ce qu'on appelle les réflexes de protection, et me met dans une position de retrait, et m'empêche d'aller de l'avant, de me concentrer, etc. Donc il y a beaucoup de tension au niveau du corps. De manière générale, ce que mes 30 années de pratique avec les enfants en difficulté scolaire et avec les adultes qui viennent nous voir pour du entre guillemets développement personnel, mieux-être. Première chose, même quand on a une demande, on va dire psychologique, émotionnelle ou quoi que ce soit, c'est thérapeute manuel. Je n'ai pas dit que le thérapeute manuel guérit ou soigne des problèmes psychologiques. Je dis que s'il y a des tensions, ça ne va pas permettre la meilleure prise en charge de la part du psychothérapeute, quel qu'il soit, quelle que soit la forme de psychothérapie. Donc, dans le même genre d'idée, on sait très bien que quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui, on préconise de faire du sport, on préconise du yoga, du tai chi, du pilate, parce que être mieux dans son corps, c'est être mieux dans sa tête. Je veux dire, là, il ne faut pas avoir fait médecine. Les Grecs anciens, c'est les Grecs ou les Romains anciens qui disaient un esprit sain dans un corps sain. Il n'y a pas de secret ici. Si je vais mieux dans mon corps, je vais mieux dans ma tête.
Et ça, c'est majeur. Encore des études qui ont mis en évidence récemment que faire du sport est aujourd'hui aussi efficace que prendre des antidépresseurs. Donc ça, c'est pas nouveau, on sait ça, mais là, il y a encore de nouvelles études, ou plutôt de méta-analyses qui viennent mettre ça en évidence. Faire du sport est aussi efficace, voire un peu plus, même légèrement plus, que prendre des antidépresseurs. Quand on voit le prix pour la sécurité sociale, les effets négatifs secondaires, etc., qu'il y a de la prise d'antidépresseurs, pourquoi la première chose qui n'est pas demandée aux gens qui vont pas bien psychologiquement, émotionnellement, de faire du sport? Pourquoi c'est pas la chose qui est mise en place? Pourquoi il n'y a pas des cartes de membres de salles de sport qui sont prescrites par les médecins? Pourquoi il n'y a pas plus de structures qui se développent dans ce cas-là avec des coachs formés, etc., etc.? Ce qui coûterait beaucoup moins cher à la société de manière générale, parce que non seulement ça a un impact au niveau psychologique, mais au niveau des maladies liées à la sédentarité, des cancers, des maladies cardiovasculaires et tout et tout. Donc l'effet serait phénoménal. Mais bon, voilà. Évidemment, ça ne rapporte pas de l'argent aux big pharma qui dépensent des milliards de lobbying auprès de nos politiques, etc., etc. Bref, fin de l'histoire. Cet étage-là de la pyramide corporelle, structure corporelle, on la comprend bien dans le domaine du sportif. Si le sportif a des atteintes physiques, mal au genou, quoi que ce soit, bah, évidemment, il ne pourra pas performer. Mais là encore, pourquoi ce n'est pas suffisamment compris auprès des enfants? Je peux vous dire, en ayant travaillé toute ma carrière avec des enfants en difficulté scolaire, il est exceptionnel de voir un enfant en difficulté d'apprentissage qui n'a pas des tensions, qui au niveau du cou, qui au niveau des yeux, qui au niveau des mollets, qui au niveau du dos, qui au niveau alors plein d'endroits, au niveau du système des fascias, etc., etc. D'où l'importance, de connaître les techniques d'automassage, des outils, des mouvements, des techniques qui vont libérer les tensions corporelles. Et Dieu sait si aujourd'hui il y a un grand nombre de possibilités. Nous, en IMP, on utilise plein de choses. L'automassage à la balle, au rouleau, au bâton. On utilise des mouvements spécifiques comme les bercements ou comme les resets, les mobilisations primordiales qui ont un impact majeur à ce niveau-là. Et surtout, nous travaillons avec des professionnels, ce qu'on appelle des thérapeutes manuels. Alors ça peut être des kinésithérapeutes qui sont spécifiquement formés pour travailler avec les enfants et pour travailler sur tout ça. Ça peut être surtout essentiellement les ostéopathes. Ça c'est plus représentatif de ce qu'on appelle les thérapies manuelles, mais ça peut être des fasciathérapeutes, des chiropracteurs ou d'autres pratiques manuelles qui ont fait leurs preuves. Et voilà, tout dépend parce que chez nous, par exemple, on connaît des ostéopathes mais qui ne vont pas faire l'affaire pour travailler avec des enfants en difficulté scolaire parce que c'est pas trop leur truc. Et d'autres chez qui ça ira parfaitement. Donc ça dépend. Ça ne veut pas dire tous les ostéos feront l'affaire pour travailler là-dessus. Mais il y a d'autres professionnels adéquats. Moi, je connais des kinésithérapeutes avec lesquels on a travaillé qui sont très formés au niveau des thérapies manuelles, qui ont fait de la fasciathérapie, qui ont fait des tas d'autres formations complémentaires et qui font un travail merveilleux à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'étage, vous comprenez, de la structure anatomique. Si ma structure anatomique est affectée, je vais avoir du mal à la mobiliser. On parle de la structure et de la fonction. Comment voulez-vous que ma fonction puisse s'exprimer correctement, comme se concentrer, bouger mes yeux pour lire, etc., si au niveau de ma structure, il y a des restrictions. Donc il faut travailler à ce niveau-là, et c'est impératif. Je suis clairement en train de dire que un enfant qui a des difficultés scolaires, lecture, écriture, concentration, il va falloir regarder s'il y a des tensions corporelles. Tout comme le médecin envoie chez l'orthophoniste, à juste titre, pour faire de la rééducation, un bilan orthophonique, est-ce qu'il y a des troubles du neurodéveloppement, etc. TND, on dit maintenant, ou des troubles 10, on disait avant, etc. Eh bien oui, il faut faire ça, c'est évident, mais simultanément, on devrait dire, allez voir un ostéopathe, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y a des lésions ostéopathiques, allez voir un thérapeute manuel compétent pour voir s'il y a des choses. Quand il y a des choses, les changements sont majeurs. Oubliez thérapeute manuel égale j'ai mal au dos. Pensez thérapeute manuel égale est-ce que j'ai accumulé des tensions dans mon corps qui peuvent être au niveau organique, qui peuvent être au niveau crânien, qui peuvent être à des niveaux qui vont m'affecter au niveau de ma santé globale et au niveau de mes capacités cognitives. Niveau suivant de la pyramide de l'action de Volodalen, c'est le niveau
Et oui, des réflexes archaïques, comme ils l'appellent. J'aurais préféré réflexes primordiaux, mais c'est pas très grave. Ces réflexes archaïques qui sont ces réactions non conditionnées, c'est très important, du nouveau-né, qui sont cette gestuelle, ces réflexes de base, et il y en a des dizaines à la naissance, que le bébé va utiliser pour passer d'un état réflexe de survie, d'automatisme, à la capacité à utiliser notre corps consciemment, comme on va voir le sommet de la pyramide, orienté vers un but, etc. Au début, le bébé doit avoir des automatismes de survie, ne serait-ce que pour s'alimenter, mais aussi pour communiquer, pour se retourner, pour bouger, pour faire plein de choses. Et puis progressivement, il va y avoir ce qu'on appelle une corticalisation, et ces réflexes vont devenir vont s'inhiber, vont devenir sous-jacents et vont rester comme un modèle, comme des schèmes qui vont permettre de mettre en place des programmes plus complexes. À partir de cet alphabet que forment les réflexes archaïques, on va pouvoir créer des phrases et des mots. Ça, c'est une des grandes choses, une des grandes forces de l'IMP. Et je vous renvoie tout simplement à tous les épisodes de podcast que j'ai fait sur le sujet. Et là, il y en a des dizaines. Ce que je veux dire, c'est que ce laboratoire Volo d'Allen de recherche dans la physiologie du sport, qui travaille, qui coach des sportifs professionnels, depuis de nombreuses années avec lesquels on travaille, et même avant de nous connaître, ils se sont rendus compte qu'il y avait des réflexes archaïques qui, non intégrés, allaient gêner la performance sportive. Et que travailler à l'intégration de ces réflexes faisait une grosse différence. Et c'est pourquoi ils ont souhaité collaborer avec nous et qu'il y a une dizaine d'années, 9 ans maintenant, on a commencé à travailler avec eux, à donner des cours chez eux et à créer une formation spécifique pour les sportifs sur ce sujet-là, une formation qui marche toujours extrêmement bien. Donc c'est un étage de la pyramide. Je me permets de dire que toute personne qui fait de l'entraînement sportif, etc., a un énorme intérêt à aller regarder ce qui se passe au niveau de ces schèmes réflexes. Évidemment, et les gens qui écoutent ce podcast le savent, c'est ce qu'on va faire avec les enfants en difficulté scolaire ou toute personne qui vient nous voir, c'est de vérifier si j'ai bien accès à tous mes schèmes, si ce sont schèmes primordiaux, si se sont bien mis en place petits et qu'ensuite ceux qu'il fallait inhiber, que je les ai inhibés et ceux qui doivent être actifs, les réflexes de vie soient bien actifs et que bref, quand on voit quelqu'un, on vérifie qu'il a bien à sa disposition tout ce qu'il doit avoir en termes de réflexes primordiaux. Ça ne fait pas tout. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire les réflexes font tout. Encore une fois, et toute ma carrière, j'ai travaillé avec les étages sous-jacents, et puis du dessus aussi, de la pyramide, parce que j'ai toujours travaillé en réseau avec des professionnels. Il est inenvisageable pour moi de travailler en IMP si je ne travaille pas avec des thérapeutes manuels ou avec des gens qui peuvent orienter les gens au niveau de l'alimentation, de la respiration et du sommeil. C'est impossible. Impossible. Je peux faire tout ce que je veux au niveau des réflexes archaïques, c'est pas la panacée universelle. S'il y a des tensions au niveau corporel, si la personne dort mal, si la personne ne respire pas par son nez, etc., je serai extrêmement limité. Je ne pourrais pas rien faire parce que c'est pas les réflexes qui m'intéressent, c'est les mouvements que je vais donner aux gens. Et les mouvements que je vais donner aux gens vont peut-être aider à libérer les tensions corporelles, peut-être aider au niveau de la détente et du coup j'aurai un meilleur sommeil, etc. Mais voilà, quoi, il faut toute proportion garder, quoi. Faut garder la tête sur les épaules. Mais je suis très content que dans cette pyramide, sans nous concerter, ils aient décidé de mettre, ils ont mis, parce que c'est leur expérience de professionnel, les réflexes à cet étage-là. Étage du dessus, c'est ce qu'ils appellent, eux, les préférences naturelles. C'est leur grand truc, c'est leur IMP à eux, si je puis dire. C'est leur spécialité au laboratoire Volo d'Allen, c'est les recherches autour de ce qu'on appelle les préférences naturelles. Au niveau de l'IMP et de mon travail, moi, j'ai eu la chance d'être le collaborateur de Paul Denison, qui était un expert de ce qu'on appelle les dominances, les profils d'organisation optimale, comme il appelait ça, c'est-à-dire quelles sont mes dominances, œil, main, pied, oreille, comment tout ça se combine. Et quand je dis l'œil, ça peut être vision de près, vision de loin, au niveau de la main, ça peut être motricité fine et globale, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que les préférences naturelles ou les préférences motrices? Je vais vous laisser plutôt aller regarder des vidéos de Volo d'Allen parce que c'est leur spécialité, mais grosso modo, nous avons tous une manière différente de bouger. Ils parlent, eux, par exemple, chez les coureurs, de gens qui ont plutôt une foulée dite terrienne et d'autres qui ont plutôt une foulée dite aérienne. Évidemment, c'est un curseur de motricité, comme ils appellent. Il y a des gens qui sont très, très aériens et d'autres qui sont très, très terriens. Et puis, il y a évidemment tout entre et des gens qui sont moins caractérisés par terriens ou aériens, qui sont un peu entre les deux.
J'aime bien comprendre ça comme ça. Vous êtes dans une tribu préhistorique. C'est toujours comme ça qu'on comprend les choses. Vous êtes dans une tribu. Dans une tribu, si tout le monde a les mêmes points forts et les mêmes points faibles, c'est une catastrophe. Si par exemple on n'avait que des grands costauds, que des gens qui sont très musculeux, c'est super chouette. Mais si on n'a pas des gens qui sont doués pour courir longtemps, ou qui ont beaucoup de souplesse, il va manquer quelque chose dans ma tribu. J'ai besoin d'éléments qui soient forts, mais j'ai besoin aussi d'éléments qui soient résistants, d'éléments qui soient souples, d'éléments qui soient très endurants. J'ai besoin, pour bien fonctionner en tant que tribu, de plein d'éléments. Et donc la nature fait qu'on est tous différents. Et que, oui, moi je vais être plutôt costaud, vous allez être plutôt longiligne, l'autre il va être plutôt résistant pour telle ou telle chose. On retrouve la même chose au niveau du système immunitaire. Nous ne réagissons pas tous de la même manière quand une épidémie de grippe ou de je ne sais pas quoi, de gastro arrive. Il y en a qui vont l'attraper, d'autres qui vont l'avoir légère, d'autres forte, et puis d'autres qui vont rien avoir du tout, alors qu'ils ramassent les déjections des autres, si je puis dire. Et heureusement, parce que si on avait tous un même système immunitaire, quand arrive le microbe, on serait tous morts de la même maladie, alors que certains vont survivre et d'autres non. On a connu ça pendant le Covid. Il y en a qui se chopaient plein de choses avec plein de... toutes les des déclinaisons du Covid, et d'autres qui n'ont rien eu. Voilà. Donc ça, c'est une constante. On est tous différents. Mais au niveau de la motricité, c'est pareil. On a des gens qui sont droitiers, majoritairement, mais on a des gauchers au niveau de la main. Mais on a aussi des droitiers et des gauchers au niveau du pied. Est-ce que vous shootez avec le pied droit ou le gauche? On a des gens qui visent plutôt avec l'œil droit quand il s'agit de mettre une longue vue, ou avec, regardez dans une longue vue, est-ce que vous visez avec l'œil droit, ou pour prendre une photo? Ça n'existe plus, j'allais dire dans un appareil photo. Maintenant, c'est avec nos téléphones, mais bref. Si je dois regarder dans une longue vue, si au niveau de l'oreille, je dois aller écouter à la porte, quelle oreille je vais coller. Et donc, on va avoir plein de schémas, plein de préférences naturelles, motrices, qui font que ma manière de voir le monde, ma manière de m'organiser, ma manière de me coordonner est différente de vous. Et ça va créer des dizaines de profils différents, d'organisations différentes, qui sont toutes bonnes et qui vont s'adapter à différentes choses. Mais on va avoir tous un fonctionnement légèrement différent qui fait qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes manières d'agir, et c'est tout à fait logique. Même chose, si on se reprend notre tribu de la préhistoire, si on a tous les mêmes besoins au même moment, ça va être difficile. Donc il y en a qui... Et les besoins évoluent évidemment tout au long de notre vie, mais on a tous des différences. Alors il y en a qui vont préférer tel ou tel type d'aliment, tel ou tel... qui vont se passionner pour telle et telle chose, qui n'est pas les mêmes intérêts que le voisin d'à côté, et c'est tant mieux parce que dans une tribu, on a besoin de gens qui s'intéressent à des choses différentes. Il y en a qui vont se passionner pour fabriquer les silex, et d'autres qui vont se passionner pour tresser des paniers, et d'autres qui vont se passionner pour ceci ou pour cela. Et donc, ce qui fait que dans une même classe d'élèves à l'école, on va se retrouver avec plein de profils différents, mais qui malheureusement ne correspondent pas forcément au profil de l'enseignant, qui lui a sa manière de voir les choses et qui pense que tout le monde devrait faire comme lui. Alors comment tout ça s'organise? Moi, mon grand truc, c'est de travailler sur la latéralisation et la coordination. Et donc, plus on va travailler tout ce qui est coordination et latéralisation, que ce soit sur le sportif professionnel ou que ce soit sur l'enfant à l'école, plus on va faire que ces schémas de dominance, ces schémas de latéralisation s'améliorent et soient plus polyvalents. C'est-à-dire que je puisse m'adapter au fonctionnement des autres. Et ça, c'est hyper important dans un monde où on a tendance à dire je vais tester la personne, il est comme ça, alors je vais lui donner du comme ça. À l'école, aujourd'hui, on va dire cet enfant-là, il se met dans telle case, donc il a besoin de tel programme sur son ordinateur, et puis voilà. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le petit bout de la lorgnette. Mon idée de l'école et des compétences de chacun, c'est de s'ouvrir et d'avoir plus de possibles. Et c'est par le corps, par la latéralisation, par la coordination, que les choses vont pouvoir s'améliorer. Et c'est ce qu'on constate. Là c'est pas moi, quand je dis on, c'est les orthophonistes depuis des générations et les experts autour de l'apprentissage depuis des générations, que les enfants dits 10 ou avec du trouble du neurodéveloppement ont justement des difficultés de latéralisation et des difficultés de coordination de manière générale. Et autre observation majeure, et là c'est plutôt le rôle des psychomotriciennes, plus on va améliorer cette latéralisation, plus on va travailler la coordination, plus les choses vont s'améliorer et moins l'enfant ne va exprimer de difficultés de type 10, problèmes scolaires, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a passionné toute ma vie. J'ai eu la chance de collaborer toute ma vie avec ce grand expert qui est Paul Denison, qui
à ma grande tristesse, est décédé le mois dernier. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné. Voilà, que j'ai côtoyé pendant 30 ans. J'étais son traducteur, son interprète, son ami. Bon, voilà. Ça, c'est l'étage de la pyramide qui est majeur. Encore une fois, que vous travaillez avec un sportif professionnel ou un enfant en difficulté scolaire, j'ai besoin d'avoir des informations sur la latéralité, la latéralisation, la coordination. Comment observer ça, comment l'évaluer et surtout comment l'améliorer. Ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en intégration motrice primordiale et chez Volo d'Haleine. Chez Volo d'Haleine avec cette notion de préférence motrice et nous avec cette notion de latéralité et de latéralisation et de remodelage de latéralité qui viennent des travaux de Denison justement et qu'on développe nous dans un cours qui s'appelle LAV, latéralité, apprentissage et vision. Le nom du stage indique bien les choses. Latéralité, apprentissage et vision. Quant à la coordination, on en fait dès le premier stage d'IMP et on fait ça tout le long de la formation d'IMP. Et enfin, après ça, on arrive au sommet de la pyramide, l'action. Voilà. Parce que j'ai des apports d'énergie corrects, parce que j'ai pas de tension excessive dans mon corps, parce que mes schèmes réflexes sont fonctionnels, parce que j'ai une bonne latéralisation, coordination, etc. J'ai pu donc bien développer un bon schéma corporel et à partir de là, j'ai plus de degré de liberté, j'ai plus accès à mon potentiel et je peux, en fonction de ce que je cherche à faire, être plus performant si je suis avec le sportif, mieux lire, écrire, me concentrer si je suis avec les enfants, les musiciens, etc., etc. Vous voyez un petit peu, cette pyramide, elle est très importante. Ça veut dire que quel que soit votre métier, kinésithérapeute, orthophoniste, psychomote, médecin, est-ce que j'ai dit psychothérapeute? Oui, je crois. Kinésiologue, sophrologue, ou évidemment professionnels, on appelle ça des accompagnants en intégration motrice primordiale. Il faut avoir un minimum cette pyramide en tête et connaître un minimum de chaque étage. Quand je dis connaître un minimum de chaque étage, c'est pas forcément d'être professionnel dans chacun et de savoir tout sur ces différents étages, c'est pas possible. Mais c'est d'avoir cette pyramide en tête, de telle sorte que quand je reçois quelqu'un, j'ai en tête un certain nombre de questions pour savoir comment orienter la personne. Est-ce que là, la priorité, c'est l'énergie, ça ne va pas du tout, et il va falloir travailler le sommeil, l'alimentation, la respiration, et là, j'ai besoin de professionnels. J'ai besoin du médecin, j'ai besoin du nutritionniste, j'ai besoin du diététicien, mais j'ai besoin de l'orthophoniste pour la rééducation nasale et de TMF, thérapie myofonctionnelle. J'ai besoin pour le sommeil, de faire un test de polysomnographie et de faire une rééducation ou de faire quelque chose et de réapprendre une hygiène de vie. Donc si vous êtes formé à ça, vous pouvez orienter, donner des orientations aux gens, mais surtout orienter vers des professionnels compétents. Même chose, il faut que j'ai en tête, est-ce qu'il y aurait éventuellement des tensions corporelles chez cet enfant, chez cette personne, chez ce sportif? Si oui, le kiné, l'ostéo, le thérapeute manuel. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des raisons de penser que des choses au niveau de ses réflexes ne seraient pas bien intégrées? Là, on va voir un professionnel justement en intégration motrice primordiale. Est-ce qu'il y a des choses à faire au niveau de la latéralisation? Est-ce que c'est des choses plutôt simples qu'on peut faire en IMP ou est-ce que des choses qui nécessitent une ergothérapeute, une psychomotricienne ou que sais-je, d'autres professionnels spécifiques? Voilà. Avoir ça en tête, c'est très important. Je suis orthophoniste, il faut que j'ai ça en tête. C'est très bien, j'ai besoin de faire la rééducation orthophonique, mais si je sais qu'il y a des troubles du sommeil, il faut s'en occuper. Si je sais qu'il y a des tensions corporelles, il faut s'en occuper. Ça ne veut pas dire à la place de l'orthophoniste, évidemment. Ça veut dire que plus il va y avoir une prise en charge globale, plus moi, à mon niveau de la pyramide, quel qu'il soit, je vais pouvoir aider la personne. Et parfois, et combien de fois ça m'est arrivé dans ma carrière, de nombreuses fois, je me suis rendu compte en recevant des gens que je n'étais pas la personne adéquate. Parce que la personne arrive chez moi, elle vient pour, entre guillemets, voir ses réflexes, parce qu'ils ont entendu parler de ces histoires de réflexes et ils viennent me voir. Et puis je m'aperçois en posant les questions que et c'est pas rare que ça me soit arrivé, que c'est la catastrophe au niveau alimentaire, que c'est la catastrophe au niveau du sommeil, ou, qui m'est arrivé extrêmement fréquemment, qu'il y a plein de tensions corporelles. J'ai rejoint la route, j'en suis désolé.
et qu'il faut aller voir un thérapeute manuel, un ostéopathe, et qu'en allant voir l'ostéopathe, oui, j'ai pas peur de le dire, combien j'ai vu d'enfants dans ma carrière qui avaient des troubles des apprentissages ou de la concentration, et qui après 3-4 séances d'ostéopathie, ces troubles ont disparu. Ils ont fondu comme neige au soleil. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Vous le comprenez dans le cas du geste sportif. Vous le comprenez dans le cas du geste sportif. Pourquoi on ne veut pas le comprendre dans le cas du geste de la lecture, de l'écriture ou de la concentration? Parce qu'on apprend par corps. Et ça, c'est absolument majeur. Majeur. Alors, les voitures. C'est pas très long ce passage de route. Donc, pour ce qui est de la pyramide de l'action, c'est pour moi un outil indispensable à avoir pour tout professionnel. Maintenant, juste pour terminer sur ce sujet, il faut bien avoir en tête que cette pyramide de l'action, elle s'intègre parfaitement au sein de mon hexagone du schéma corporel. Parce que c'est ça le truc. Si j'ai un schéma corporel bien développé, tout va bien se mettre en place. Mais justement, ce schéma corporel doit s'intégrer dans la pyramide. J'ai beaucoup parlé du schéma corporel, donc très rapidement, le schéma corporel, il se développe tout au long de notre vie à travers 6 composantes principales qui sont majeures. La mise en place de l'équilibration et du réflexe posturaux, la mise en place de la latéralisation, la respiration, les fonctions oro-myo-faciales, la régulation du tonus musculaire et la coordination. Mais vous voyez que ça ne remplace pas la pyramide, parce que si au niveau de la pyramide, j'ai une déficience au niveau de l'énergie, sommeil ou alimentation, mon schéma corporel va être impacté. S'il y a des tensions au niveau corporel, ma coordination va être affectée, ma respiration va être affectée, mes fonctions MF vont être affectées. Donc j'aurai besoin du thérapeute manuel. Si j'ai des choses qui m'affectent au niveau de mes schèmes réflexes, donc deuxième étage de la pyramide, on n'oublie pas, il y a rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, c'est les réflexes, eh bien ça va impacter mon schéma corporel, bien entendu. Et enfin, mes préférences naturelles, ma latéralisation. Alors là, c'est un peu différent. Ça fait partie du schéma corporel. On le retrouve à la fois du côté latéralisation, mise en place d'une latéralité, et au niveau de la coordination. Donc il est clairement là au niveau de mon schéma corporel. Vous voyez ? Donc, c'est comme si dans mon dessin du schéma corporel, il fallait que je mette en dessous une pyramide. Mon schéma corporel doit s'insérer dans cette pyramide. Je ne peux pas faire l'économie de l'énergie et les sources d'énergie, les tensions corporelles, les réflexes archaïques. Voilà, j'espère que ça vous apporte des choses. Pour moi, c'est essentiel d'avoir ça en tête. J'ai cherché à avoir ça en tête tout au long de ma carrière. J'ai eu de la chance parce que mes premiers intérêts qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, ça a été l'alimentation d'abord, puis le sommeil. Vous voyez, j'ai beaucoup de chance. C'est ça qui m'intéressait, l'alimentation, parce que ma mère, quand on était tout jeune ado, elle lisait les livres de Kousmine qui venait de sortir, et donc moi ça m'a intéressé. Ma mère, elle allait voir des gens qui font de la santé naturelle quand j'étais tout gamin à Paris, et elle a commencé à acheter les premiers livres sur le sujet qui sortaient, et j'ai lu, enfin c'est pas les premiers livres, à l'époque sortaient des livres, c'est un peu les années 80, il y avait un peu un renouveau de tout ça. Non, c'est pas les voitures, c'est un gros avion. Et moi, je lisais ces livres, ça me passionnait. Et puis, plus tard, je me suis intéressé à d'autres choses. Voilà. L'hypnose, la relaxation, l'analyse, je sais plus, bref, la PNL, l'analyse transactionnelle, voilà. Je me rappelle, à 18 ans, on m'avait offert ce livre sur l'analyse de Eric Berne, Que dites-vous après avoir dit bonjour ? Voilà, et puis après est apparue la PNL, etc. Donc c'est à partir de là, puis après je me suis intéressé plus aux approches corporelles et la méthode Vitose et l'ostéopathie, bref, tout un tas de choses. La liste serait trop longue à étaler. Depuis toutes ces années-là, j'ai fait des pratiques corporelles moi-même quand j'avais 20 ans, comme du Feldenkrais, de l'Alexander, j'ai fait de l'Eutonie, j'ai fait du Kinomichi, voilà, différentes pratiques corporelles
Et puis, je me suis orienté vers l'éducation kinesthésique, le brain gym, et tout un tas d'autres approches tout au long de ma carrière, de ma vie, ce qui a abouti ensuite à la création de l'intégration motrice primordiale, voilà, tout en collaborant avec des experts internationaux, dont Tim Anderson sur les fameux resets, mais c'est avec beaucoup d'autres gens, aujourd'hui avec d'autres partenaires, dont les gens de chez Volodalen évidemment, mais plein d'autres partenaires. Donc voilà, on est super contents. Voilà, donc j'espère que cette pyramide, il faut l'avoir en tête, c'est majeur. Formez-vous sur ces choses-là, lisez des bouquins sur ces choses-là, non pas pour donner des conseils que l'on va plaquer aux gens, j'insiste là-dessus. On peut lire un bouquin sur l'alimentation et vouloir changer tout le monde à ce mode d'alimentation, et puis après on en lit un autre, on est convaincu d'autre chose. Et puis même chose au niveau du sommeil, aujourd'hui il existe plein de bouquins, plein de trucs avec des conseils qui sont parfois contradictoires. Alors il faut s'appuyer sur des choses qui sont bien établies, et j'insiste, sans chercher à être sectaire et à être absolu et dire voilà, ça c'est la solution magique. C'est de proposer un panel de choses et surtout de discuter avec les gens pour voir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils peuvent entendre et qu'est-ce qu'eux peuvent mettre en place. Et ça, c'est tout le but d'une approche éducative. C'est pas juste donner des conseils. Donner des conseils, dans ce cas-là, les gens ils vont aller voir l'IA, ils vont interroger ChatGPT ou Doctissimo, je sais pas quoi, et ils auront tous les conseils qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui peut être mis en place, où ils en sont dans leur parcours et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Ça, c'est majeur. On ne peut pas arriver avec nos gros sabots et de dire voilà, alors il faut arrêter de faire ci, de faire ça, il faudrait faire ça à la place, et ci et ça. Vous pouvez être sûr que devant cette avalanche de bons conseils, les gens vont s'enfuir et puis ils n'y arriveront pas et ils vont avoir de la culpabilité de ne pas faire ce qu'il faut. C'est pas l'approche qu'on préconise en IMP. Et c'est pourquoi il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut voir où en sont les gens et proposer ce qui doit être proposé à juste titre. Moi, il y a un bouquin qui m'a passionné à ce sujet, ça va vous sembler bizarre, le titre c'est Le 4e trimestre de la grossesse. Le 4e trimestre de la grossesse de Ingrid Baillot, qui est une sage-femme qui est absolument géniale. Elle en a écrit un autre maintenant sur le sujet, mais c'est le premier, c'est un petit bouquin, d'ailleurs on le vend nous dans notre boutique Ressources Primordiales. Pourquoi ? Parce que, bon, évidemment, comme son nom l'indique, ça parle de la naissance, l'allaitement, la dégestation et tout un tas d'autres choses qui peuvent vous sembler éloignées du sujet de ce jour. Mais elle dit bien, il y a ce que la sage-femme ou que le professionnel a appris à l'école de la sage-femme, en médecine, etc. Il y a ce qu'il a vécu lui-même. Donc si vous êtes une femme, par exemple, vous avez vécu un accouchement, une naissance, voilà. Et il y a une différence entre ce que vous avez appris et ce que vous avez vécu. Puis, il y a l'éducation qu'on a reçue aussi. Parce que j'ai peut-être appris quelque chose à l'école des docteurs, mais j'ai eu une éducation qui va peut-être dans le sens ou pas dans le sens de ce que j'ai appris. Donc, il y a le côté intellectuel, le côté que j'ai vécu dans mes tripes par l'éducation, et puis ce que j'ai encore plus vécu dans les tripes que j'ai expérimenté. Mais en face de moi, donc j'ai ces 3 tiroirs, je crois qu'elle parle de tiroirs à un moment donné, j'ai ces tiroirs, ce que j'ai appris, mon éducation et ce que j'ai vécu, et puis il y a les tiroirs de l'autre côté, de la personne. Donc ce qu'elle a appris et ce qu'elle a vécu, son éducation et son vécu. Et donc ça fait beaucoup de tiroirs. Et moi, je ne peux pas arriver avec mon tiroir médecine ou mon tiroir bon conseil et vouloir déverser ça dans son tiroir, je ne sais pas trop lequel. Donc c'est très important on dit toujours en thérapie, il faut partir avec la personne de là où elle est pour pouvoir l'emmener là où elle peut aller. Et c'est pas de là où moi je crois qu'elle devrait aller ou que je voudrais imposer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec des gens qui ne pratiquent pas du tout ce qu'on leur montre, qui ne mettent pas en place des changements, qui vont finir par culpabiliser et abandonner la thérapie, la prise en soin, ceci ou cela. Et c'est dommage parce que du coup, les gens, ils sont toujours dans leur souffrance, dans leur douleur, dans leurs problématiques. Donc si vous comprenez que si vous êtes d'une culture, on va dire, aisée, machin et tout, que vous avez mangé 100% bio, qu'il n'y a pas de soda à la maison, que vous avez que des fruits et légumes frais, machin et tout, et qu'en face de vous, vous avez un enfant TDAH,
d'une famille défavorisée qui vit en HLM, désolé hein, pour les gros clichés, mais c'est ce qu'on voit beaucoup dans nos cabinets, et qui, tout ce qu'ils donnent à manger, c'est ce qui a le prix le plus bas, la marque du supermarché le plus proche de chez eux, le plus bas, je ne citerai pas de nom de supermarché, avec beaucoup de soda, beaucoup de produits ultra transformés, etc. Et que vous arrivez à dire non, 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 fruits et légumes à tous les repas, bannir les sodas, machin et tout. Vous êtes sûr qu'il y aura 100% d'échecs. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous avez une religion et vous allez voir quelqu'un d'une autre religion et vous dites non, non, t'es pas dans la bonne religion, il faut que tu changes de religion. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est la même chose pour le sommeil. Ah, mais votre enfant regarde des écrans, il ne faut pas qu'il y ait des écrans, c'est mauvais les écrans et tout, bannissez les écrans. On ne peut pas balancer cette info aux gens comme ça et espérer que ça change. Si les enfants ont effectivement des écrans et ils ont des écrans toute la journée, il peut y avoir des raisons. Ludivine récemment me parlait de cas d'enfants qui effectivement ont des gros problèmes. Et là, clairement, il y a un lien avec les écrans parce qu'on parle d'enfants de 3 ans, 4 ans qui ont plusieurs heures par jour d'écran. Voilà, et qu'en discutant, on s'aperçoit que les 2 enfants travaillent, qui sont laissés sous la garde de l'aîné, qui sont en HLM, gna, 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 et que du coup, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, on leur laisse des tablettes et la télé allumée toute la journée. Et donc, qu'est-ce que vous voulez, il y a des choses qu'on va faire, hein, bien sûr, mais je ne peux pas me contenter de dire les écrans c'est mauvais, il ne faut pas le faire, arrêtez de travailler, occupez-vous de vos enfants, mauvais parents, etc. Vous comprenez? C'est des sujets très délicats. Donc, voilà, hein, je me rappelle une fois une petite fille, je ne sais plus quel était son âge, elle avait 8 ans, qui avait des fortes difficultés de concentration, d'apprentissage à l'école, etc. Alors, il y avait des choses qui se passaient au niveau de sa latéralisation, justement. Et puis, ça carburait dans une marque de soda marron, noir, dont je ne citerai pas la marque, à la maison. Ça carburait à ça, matin, midi et soir. Presque. Le matin, je ne suis pas sûr, mais au moins régulièrement. Et moi, je préconisais, c'est pas que je suis anti forcément tout, mais que cet enfant, ma constatation, c'est qu'elle était déshydratée chronique, elle buvait pas. Voilà. Donc, j'ai insisté sur l'importance de boire de l'eau et d'avoir de l'eau à disposition. Et puis, évidemment, on a fait nos mouvements de latéralisation et autres. Premier mois, deuxième mois, parfait, énorme changement. Maîtresse qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle se concentre, elle participe, tout va bien. Et puis elle revient me voir quelques temps après parce que catastrophe, les problèmes sont revenus, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Et en interrogeant, j'ai dit alors, elle dit oui, mais on a repris les sodas. Je dis comment ça se fait? Elle dit parce que papa à la maison il peut pas, et donc papa il boit des sodas à table et papa lui c'est hors de question qu'il s'en passe, donc on peut pas interdire à notre fille de faire un truc que papa fait. Donc vous voyez, les choses ne sont pas si simples que ça. Et c'est logique, c'est difficile d'interdire à un enfant de faire quelque chose que moi je fais. N'utilise pas d'écran le soir dans ta chambre et moi je suis sur mes écrans sans arrêt. Ne regarde pas la télé, je le fais. Ne mange pas hors des repas et moi je le fais. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de dire les enfants, faites ceci ou ne faites pas cela. Il y a aussi tout un contexte familial. Et ça, c'est pas simple. Donc là, il y a des tas de stratégies. Donc vous voyez, ces histoires de la pyramide, ça nous ramène à communication, compréhension de la structure familiale. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il faut toute une formation, j'ai presque envie de dire, de coaching, j'ai même envie de dire de psychologie, et de comprendre quelles sont les motivations intrinsèques, comment ça se met en place, etc., etc. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif? Comment aider les gens à atteindre leurs objectifs? Comment mettre en place des programmes de changement? C'est pas rien, c'est énorme. Alors c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans tout le cursus de formation en IMB, mais c'est pas rien, c'est énorme. Donc vous voyez, il n'y a pas de solution magique. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un vous mangez pas bien, il faut faire ça, vous dormez mal à cause des écrans. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais il y a toute une stratégie. Cette stratégie, soit vous savez, vous vous formez, vous apprenez, soit il faut orienter vers un professionnel compétent. Et on ne peut pas se contenter de dire, avec notre statut de professionnel, même si vous êtes grand ponte de médecine, et ils le savent eux-mêmes, on croit parfois que ça suffit de dire moi je vous dis qu'il ne faut pas faire ça, sinon vous allez mourir si vous ne mettez pas au sport et que vous n'arrêtez pas de manger ces saloperies. Et on voit que ces gens qui se font des crises cardiaques, etc., ils continuent à manger mal, ils continuent à ne pas faire leur sport, parce que ce n'est pas une injonction qui peut arriver comme ça de l'extérieur, quel que soit le grand ponte qui le dit, ou les pseudo-messages qu'on voit en dessous des publicités à la télé 1000 fois par jour qui disent
manger moins, je sais pas quoi, bouger plus. C'est un peu schizophrénique tout en présentant une pub sur qui nous fait moins bouger et mal manger. Donc, vous voyez, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tant que coach, en tant qu'entraîneur, en tant que professionnel de santé, c'est important d'avoir cette notion de schéma corporel dans ma tête, toujours, mais cette pyramide de l'action. C'est simple, c'est 4 étages, hein, surtout qu'il suffit de retenir que finalement quoi, énergie, voilà, mot-clé, énergie, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie? Structure corporelle, c'est anatomie, voilà, est-ce qu'il y a des tensions à ce niveau-là? Pas compliqué et difficile à comprendre. Plus compliqué, c'est les 2 étages du dessus, c'est les réflexes, les schèmes moteurs primordiaux, mais c'est pas hors de portée de la plupart des gens de comprendre ça. On s'est développé bébé d'une certaine manière, comment ça nous impacte aujourd'hui. Et enfin, tout le monde sait qu'on a une latéralisation, qu'on a des préférences naturelles, qu'on est différent des autres, et de voir est-ce que cette préférence, cette latéralisation est efficiente ou pas. Rien d'extraordinaire ici. Voilà, je voulais pas me contenter de parler de la pyramide de l'action sans parler de tout ce contexte familial et global, parce que c'est pas si simple, surtout pour le bas de la pyramide. Pour le reste, c'est beaucoup plus facile parce que pour ce qui est de la structure anatomique, etc., voilà, on va avoir le thérapeute qui fait ce qu'il y a à faire, éventuellement il nous donne des mouvements à faire. Pour ce qui est des réflexes, idem, et pour ce qui est de la latéralisation, idem. Donc vous voyez, là c'est le plus facile. Donc l'étage le plus difficile, en fin de compte, et pas le moins important, vous l'aurez compris, c'est l'étage de respiration, habitude de vie liée à la respiration, le sommeil et l'alimentation. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast En balade avec Paul.